Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdemoiselles les étudiantes, messieurs les étudiants de la faculté Ibn Zor d'Agadir, département de lettres et littérature française, semestre 2, groupe 1, 2 et 3. Bienvenue à cette capsule numéro 3 qui portera, vous allez le voir dans quelques instants, sur la notion du personnage par rapport à la personne. J'aimerais, avant d'entamer cette relation didactique, répondre à un certain nombre d'interrogations de vos camarades concernant la gestion de ce module. Je porte à votre aimable attention que il vous est demandé de prendre connaissance des capsules antérieures, celles de l'année dernière, au nombre, je crois, de 3, qui sont toujours valables, de prendre connaissance des capsules réalisées la semaine dernière à votre disposition sur la plateforme et sur YouTube, et des prochaines capsules, celles qui vont être mises à votre disposition aussi incessamment, la capsule numéro 3 et 4, et probablement d'autres capsules la semaine dernière qui clôtureront cette relation audiovisuelle. Ensuite, n'ayez crainte, il est prévu à votre endroit et à votre service des séances en présentiel. Vous en serez informés à travers les réseaux sociaux et administrativement parlant, un certain nombre de séances seront données de vive voix à l'amphithéâtre pour tous les groupes et constitueront le volet proprement matériel de notre relation contractuelle didactique. Et à ce moment-là, je vous donnerai des informations complémentaires, probablement quelques cours qui nécessitent un rapport direct parce qu'il y aura des schémas, des tableaux, des interactions à mettre en place d'un point de vue graphique et scriptif. Et je vous donnerai en guise de revoir les recommandations d'usage pour les examens à venir, qui devrait se dérouler, Inch'Allah, sous les meilleurs auspices. Nous y travaillons et je pense que vous ferez votre part du travail. Voilà. La semaine dernière, je cherchais un mot et je cherchais un terme que j'ai fini par trouver et que je voudrais donner à votre usage, qui était, je cherchais le nom de ce sémiologue italien qui avait été encensé par la critique et qui avait produit un certain nombre d'ouvrages très connus comme Le nom de la rose, Le pendule de Foucault, etc. Et dont je vous avais dit que dans une communication de Claude Brémond sur la logique des possibles narratifs, eh bien, ce sémiologue italien réputé, qui est mort depuis lors, avait produit une analyse de l'œuvre de Ian Fleming qui s'appelait James Bond. Et il avait montré comment ce roman pouvait être analysé d'un point de vue sémantique et sémiotique. Cet illustre chercheur s'appelait Umberto Eco. Voilà. Alors, la capsule d'aujourd'hui porte sur le personnage. Nous allons d'abord tenter de définir ce que c'est que le personnage. Si vous avez l'occasion de parcourir un certain nombre d'articles, un certain nombre d'ouvrages, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, un certain nombre d'études, vous verrez que dans la quasi-totalité des cas, le personnage figure invariablement en bonne place dans la catégorie du récit. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'une histoire sans personnage n'est pas une histoire à proprement parler. Donc, c'est un acteur essentiel. D'où vient, étymologiquement parlant, le terme personnage? Ça vient du latin. Personnage vient de personae et de agire. Personae en latin signifie masque. Et donc, un personnage, c'est un masque agissant. Pourquoi un masque? Parce qu'au théâtre, dans l'Antiquité, eh bien, les acteurs revêtaient des masques qui permettaient de les identifier dans les forums, à travers les gradins. Lorsqu'on était éloigné, on avait le héros, on avait le méchant, etc. Donc, le personnage est un masque agissant, étymologiquement parlant. Le personnage qui n'est pas la personne, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est un être de papier. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Celui qu'on a appelé un vivant sans entrailles. Le personnage peut être aussi un individu réel que l'on a romancé. Un individu réel, donc quelqu'un qui a existé, mais dont la vie a été portée littéralement parlant, à travers un roman. Si je regarde par exemple Shakespeare,
son œuvre Richard III, eh bien, Richard III, le roi Richard III d'Angleterre, a existé. Mais évidemment, c'était pas forcément le même que celui que Shakespeare a mis en œuvre et en place dans son théâtre. Robinson Crusoe a existé. Ce personnage de Willem Dafoe, il s'appelait pas Robinson Crusoe, mais un navigateur anglais a été effectivement porté disparu lors du naufrage de son navire et a vécu pendant un temps très long sur une île déserte. Donc, le personnage et la personne. Si on entame un grand 2 de la problématique, si la question suivante, qui peut sembler évidente, qui peut sembler en apparence simple, de tenter de définir qu'est-ce qu'un personnage de roman, si ce personnage, il est supposé être logique, évident, facile à déterminer dans la production des critiques littéraires, parce que les critiques littéraires parlent souvent des personnages, ils en font un usage efficient et parfois immodéré, on le verra, eh bien, la question de savoir qu'est-ce qu'un personnage, elle est quand même ayant trait à l'existence d'une problématique. Pourquoi ? Problématique parce que si on enlève une critique littéraire psychologisante, celle qui serait liée et reliée à une catégorie d'individus véritables, Richard III et Shakespeare par exemple, Marcel et Marcel Proust, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il existe une autre catégorie de personnages, autre que celle dont je viens de vous parler, qui est reliée à une personne. Et si une telle catégorie de personnages existait, quels seraient ces éléments constitutifs dans les traits par lesquels ils sont produits? Par exemple, est-ce qu'il y a des traits linguistiques particularisants qui permettent de mettre en avant un personnage proprement et totalement littéraire? On reviendra tout à l'heure là-dessus avec ce qu'ont pu en penser les formalistes, les structuralistes et d'autres. Voyons, si vous le voulez bien, dans un grand 3, la notion historique du personnage et le traitement historique du personnage. Dans l'Antiquité, grosso modo, Aristote, dans son ouvrage intitulé Poétique, dont j'avais parlé antérieurement dans une capsule, il intègre le personnage comme étant le moteur majeur, principal et incontournable de l'action. Il ne peut pas y avoir d'action sans personnage. Du Moyen-Âge au XXe siècle, le personnage, c'est quelqu'un qui non seulement agit, mais aussi réfléchit. Il a une conscience, une morale. Et ça me permet de vous dire que lorsqu'on lit Claude Lévi-Strauss, cet anthropologue structuraliste, eh bien Claude Lévi-Strauss parle à un moment donné du passage de la mythologie au roman. Et il dit que effectivement le roman est la suite moderne de la mythologie antique et primitive. Mais que si dans une mythologie, le héros, il est tout, il sait tout, il peut tout, il doit tout, dans le personnage, il y a une espèce de réduction, il y a une espèce d'humanisme au sens limitatif du personnage. Le personnage n'est pas cette espèce d'être magique, merveilleux, qui transcende toutes les difficultés. Non, le personnage devient problématique. On reviendra là-dessus avec ce qu'on en dit Lukács et Goldman et d'autres aussi. Le personnage du Moyen-Âge, par exemple, il a des problèmes. Lancelot, le chevalier de la table ronde, eh ben, il connaît des déboires sentimentaux. Et même s'il est courageux dans la guerre, il est faible dans l'amour. Et on va voir qu'il va se poser des questions psychologiques, morales, par rapport à la raison de la poursuite de cet amour. Les formalistes, fin 19e, début 20e, ils oblitèrent, ils refusent et réfutent toute dimension socio-psychologique du personnage. Pour eux, le personnage social et le personnage psychologique, ça ne les intéresse pas. Pour eux, le personnage n'est qu'un simple agent, n'est qu'un simple acteur, n'est qu'un simple exécutant narratif.
C'est en ce sens que les structuralistes ont poursuivi les thèses des formalistes, qu'ils ont développé les théories de ces derniers et qu'ils ont créé un certain nombre de modèles. Pour les structuralistes, le personnage, il est le signe, la somme d'éléments textuels. Il est une espèce de concaténation. Hein. Il est un ensemble, un groupe d'éléments signifiés textuellement. Et c'est le cas, par exemple, dans les analyses de Greimas, dans les analyses de Roland Barthes, de Todorov, de Brémond. Le personnage, eh bien, il est mu par un certain nombre de règles de fonctionnement. Hein. Il est un faire, un agir et une fonction par rapport à une action, par rapport à une structuration et vis-à-vis d'autres personnages. D'accord ? Pour Philippe Hamon, pour lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui a en 1972 produit un essai intitulé « Pour un statut sémiologique du personnage », eh bien lui, il a étudié le personnage sur le plan proprement linguistique. Hein. Pour Philippe Hamon, le personnage, il n'est que, ou il est aussi, un système d'équivalence réglé, au pluriel. Et le personnage, eh bien, ces systèmes d'équivalence réglés, ils sont destinés à assurer la lisibilité textuelle. Hein. Le personnage n'est qu'un ensemble de traits récurrents qui permettent au texte d'exister, d'être compris. Philippe Hamon, dans cet article, en 72, il a voulu montrer que le personnage est un phénomène sémiologique, sémiotique. Et donc lui, il a élaboré un modèle sémiologique d'analyse du personnage. Et on pourrait dire que on peut reprocher à Philippe Hamon, quand même, quelque part, de n'avoir pas étudié suffisamment l'agir du personnage. Pour lui, le faire du personnage ne détermine en aucun cas son identité, mais que son identité, elle est uniquement définie par la configuration textuelle. Et cette dernière donne au personnage son statut. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Philippe Hamon et ce qu'il a écrit. Philippe Hamon, 1940, il est encore en vie, essayiste français, critique littéraire, professeur à la Sorbonne et spécialiste de la théorie littéraire. En sémiotique, le personnage, il est scindé ou divisé en 3 catégories. Pour les sémioticiens, on a affaire à ce qu'on appelle un personnage référentiel, celui qui renvoie à des signifiés immédiatement perceptibles. Par exemple, Valmont, on devine tout de suite que Valmont, aristocrate, libertin, etc. Ou par exemple, Manon Lescaut. Elle est tout entière déterminée par sa personne et son rôle de personnage. Hein. C'est ce qu'on appelle les personnages référentiels. Hein. Ils portent une référence par rapport à un certain nombre de symboles et de signes. Les personnages embrayeurs. Les personnages embrayeurs pourraient être dits comme étant des doubles, des alter ego de l'auteur. C'est par exemple, dans La Chartreuse de Parme, Fabrice Del Dongo, pour Stendhal. Ce personnage qui observe de loin une créature désirée et à laquelle il ne peut pas accéder. C'est un double fantasmatique et un double socio-psychologique de Stendhal, qui présentait la même problématique, pour ne pas rentrer dans des détails autobiographiques. Ça peut être aussi paradoxalement, et là je vous le donne en termes de boutade, ça pourrait être Emma Bovary pour Gustave Flaubert, puisque Gustave Flaubert a dit un jour, avec tout le sérieux qu'on peut lui prêter, il a dit « Madame Bovary, c'est moi ». Il y a probablement chez lui une espèce de dimension un petit peu projective sur ce personnage central. Le personnage anaphore, les personnages anaphores, ce sont ceux qui soutiennent et qui retiennent et consolident le texte par le recours à des référents multiples et variés. Les personnages anaphores chez Balzac, c'est par exemple Rastignac. Rastignac renvoie à un mode d'être par rapport à la société, un arrivisme
un machiavélisme, une froideur, oui, quelque chose qui le ramène à la matérialité de l'action. Et Lucien de Rubempré, qui meurt évidemment, c'est le héros, qui présente les deux facettes que Balzac porte dans l'étude qu'il a des comportements sociaux. Historiquement, le personnage romanesque, fin 19e, fin 18e, début 19e, eh bien, le personnage romanesque, lui, il s'inscrit dans une tradition littéraire. Le personnage romanesque, il est relié à des individus existants. Par exemple, j'avais parlé tout à l'heure de Lancelot, du Lac, c'est un chevalier. Et donc, tout son comportement sera relié à la tradition moyenâgeuse du chevalier. Ce qu'il doit à son suzerain, son seigneur et maître, hein, et ce qu'il fait par rapport à ses vassaux, ceux qui lui sont inférieurs, dans une société féodale, hein, réglée, un peu militaire, martiale, dirions-nous. Dans cette tradition, on peut penser que le mythe de la liberté du héros, eh bien, il va s'affranchir du créateur. Ça veut dire qu'on va prêter au personnage romanesque le fait de pouvoir faire des choses, dire, être, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'optique sociale, etc. Le personnage peut déborder du cadre. Hein. Et donc, ça peut faire par exemple que le personnage de Lancelot peut aimer l'épouse de son roi, la reine Guenièvre. Hein, ce qui, dans un registre ordinaire, serait proprement quasiment impossible. Mais c'est une histoire. Et donc, il va se délier un peu de la nature historique et socio-culturelle. Donc, il y a une mythologie du héros libre. Cette même mythologie de la liberté du héros, eh bien, les contemporains, fin 19e, début 20e, ils vont émettre le postulat que le personnage est autonome, il est totalement libre, et il peut se comporter de la manière qui lui plaît, entre guillemets. Hein. Donc il dit, il est et il fait des choses qui dépassent, en théorie, et au premier rang, ce que son créateur, le romancier, le narrateur, l'auteur, lui prêterait. Ce sont des exercices de style auxquels se sont livrés des romanciers comme par exemple Nathalie Sarraute ou André Gide. Nous y reviendrons tout à l'heure à travers des exemples. Pour ce qui est du lecteur, si le lecteur il utilise des codes socioculturels existants pour faire un profilage d'une typologie du personnage, il y aurait aussi de la part du lecteur une espèce de tentative de discernement quant aux motivations que l'auteur a dans l'émergence, dans la construction du personnage. L'auteur, eh bien, il va essayer de voir à quoi ce personnage peut ressembler dans la vie réelle et pourquoi le romancier a produit tel type de personnage. Par exemple, on peut se poser la question de savoir pourquoi Flaubert fait du personnage de Homais, l'herboriste, qui est l'ennemi professionnel, dirions-nous, de Charles Bovary. Pourquoi Flaubert fait de ce personnage négatif quelqu'un qui va réussir dans la vie? Et je vous signale que Jean-Paul Sartre a produit un article dans lequel il va à contre-courant de cette idée de la négativité du personnage d'Homais. Sartre, eh bien, il montre que Homais est un personnage tout à fait positif, marqué, qu'il n'est pas aussi niais, aussi stupide, aussi rébarbatif que la critique le suppose et le dit à corps et à cri. Quels sont les rapports que peuvent entretenir les personnages et les écrivains? Eh bien, ces rapports sont souvent problématiques. Si on en veut pour preuve, par exemple, François Mauriac, romancier français du XXe siècle, eh bien, François Mauriac a, dans son registre des personnages qu'il préfère.
par rapport à d'autres. Et ce sont des personnages qui n'avaient pas forcément un rôle majeur au début, mais qui deviennent des vedettes, comme par exemple le docteur Courage. Hein. Eh bien, c'était un personnage secondaire que Mauriac a sorti du lot. Hein. De la même manière pour Mauriac, eh bien, on peut dire qu'il a fantasmé sur des personnages féminins, comme par exemple Thérèse d'Esquerriou, sur la fidélité maritale, sur le désir de meurtre de l'autre, etc. Virginia Woolf, elle a un rapport problématique avec ses personnages. Hein. Et dans ses œuvres, eh bien, elle montre que ces personnages, une fois que les œuvres sont publiées, elle ne supporte plus de les voir, d'en entendre parler, etc. Il y a une espèce de mise au monde à travers le roman, de gestation, de conception, d'accouchement. Ensuite, c'est terminé. Hein, elle veut plus, même si ces personnages entretiennent avec sa personne des référents autobiographiques, c'est évident. C'est toujours des femmes, un petit peu au bord de la crise de nerfs, avec une sensibilité accrue, une réflexion approfondie, aimée mais malheureuse, parce qu'aspirant à d'autres cieux, à d'autres espaces de développement, d'accomplissement libidineux, psychologique, sociaux, etc. Françoise Sagan, romancière du XXe, française, elle dit carrément qu'une fois que ces personnages entrent en scène, eh bien, elle est détrônée. Ce sont eux les éléments moteurs et principaux. Elle devient, dans ses propos, secondaire par rapport à eux. Hein. Ils tirent la couverture à eux, ils deviennent les vedettes. Si les personnages sont décrits, si les personnages agissent, est-ce qu'il existe une matérialité de ces personnages et est-ce qu'il est probant de se poser la question? C'est-à-dire, est-ce que ces personnages ont une existence, une épaisseur, une ossature? Par exemple, peut-on parler de la lâcheté de Valmont lorsqu'il refuse d'aller au bout de son amour pour la présidente de Tourvel et qu'il entraîne celle-ci dans la mort? Elle va se laisser mourir, hein, alors qu'il reconnaît que c'était un amour, mais parce que, est-ce qu'on peut parler d'une lâcheté, ou bien est-ce qu'on peut parler d'une espèce de déterminisme socio-psychologique et littéraire? Valmont ne peut pas faire autrement parce que c'est un aristocrate, et un aristocrate ne peut pas aimer et ne peut pas épouser la dame de ses rêves. De la même manière, est-ce qu'on peut dire que Madame de Tourvel est machiavélique? Est-ce qu'on peut dire que la présidente est incrédule? Est-ce qu'on peut prêter à ces personnages des éléments qui sont des éléments de la psychologie humaine? Donc, si le personnage peut être saisi dans sa particularité textuelle, au fond, ce qui le caractérise est identifiable sur le plan sémiologique, ce qui pourrait être une espèce de le pendant à une espèce de psychologie littéraire de dimension autre. Voyons, si vous le voulez bien, dans ce grand 2, la notion de caractérisation. Les caractères. Et je vous signale qu'en anglais, caractère, ça veut dire acteur. Quand on est dans les films américains, caractères, eh bien, vous avez tous les acteurs qui ont joué dans le film. Quels sont, dans ces caractères, les signes distinctifs du personnage? Eh bien, un personnage, il a un état civil, un nom, un statut professionnel, un âge. Il a une fonction sociale, un emploi, un titre. Il peut être baron, vicomte, prince, etc. Il appartient à une catégorie professionnelle, je l'ai dit, un travail, il exerce une fonction, etc. Il est marié, veuf, célibataire, répudié, divorcé, etc. Il y a aussi chez le personnage des caractéristiques indirectes qui sont les jugements que le lecteur peut porter sur lui, négatifs ou positifs, qui sont subjectifs. Il y a aussi des éléments connotatifs et des éléments polysémiques. On regarde par exemple la caractéristique indirecte du personnage, Julien Sorel. Julien Sorel est orphelin, n'a pas de mère. Il vit avec un père et des frères. Eh bien, ça nous permet peut-être de comprendre, dans cette espèce de psychologie textuelle, son rapport aux femmes, son rapport à la mère,
à la séduction et à ce que Jacques Lacan appelait la forclusion. Il ne peut jamais aller au bout de ses relations parce qu'il y a un manque fondamental, et qui est ici le manque de l'amour maternel. Le personnage, il peut être aussi caractérisé et défini par les propos que l'auteur émet à son endroit, ce que l'auteur dit sur lui. Le héros peut être défini aussi par ses propres pensées, ses propos, ce qu'il tient vis-à-vis des autres personnages secondaires ou autres, ses actions par rapport à ce qu'il pense, à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Le héros est aussi définissable par les points de vue ou le point de vue exprimé par un ou d'autres personnages dans sa direction. Et nous verrons tout à l'heure vers la fin les rapports entre le héros et les personnages secondaires, les comparses, dirions-nous. Le personnage est aussi caractérisé dans les signes distinctifs par ce qu'on appelle le portrait. Et le portrait du personnage, ce sont les éléments probants qui sont pas très apparents, mais qui diffusent pendant tout le récit. Il y a une espèce de dissémination tous azimuts, et qui sont situés dans une dimension à la fois, et là on en reviendra à ce sûr, transphrastique, ça relèverait de l'ordre de l'impressivité, de la concaténation, ou bien d'une dimension suprasegmentale, dans tous les sens. Le personnage existe et diffuse à travers les phrases et d'une manière transversale dans tout le récit. Et pour ce faire, eh bien, par exemple, on peut déterminer le portrait d'un personnage à travers des signifiants. Chez Balzac, le fait d'habiter un immeuble, eh bien, relève de la catégorie sociale. Si vous vous rappelez l'histoire du père Goriot, Goriot habite d'abord au premier étage, et plus il monte les étages du bâtiment, plus il descend socialement, jusqu'à se retrouver dans les chambres de bonne, les combles. Donc, tous ces éléments signifiants sont très importants. Un bas de soie chez les aristocrates, un gousset en or d'une montre chez Balzac, sont des signes, un nom à particules chez Zola. Tous ces éléments sont des référents, sont des signifiants d'un système. Ce sont des signifiés qui sont signifiants d'un système non linguistique, mais chargé socioculturellement et renvoyant à des signifiés autres. La montre en or, le bas de soie, le nom à particules. Quelle pourrait être la problématique de ces signes distinctifs du personnage dans la caractérisation? Bien, si le personnage, par anthropomorphisme, si le personnage est affublé d'une dimension à la fois profonde et multiple, dimension qui est d'ordre projective et d'ordre interprétative. Donc, si le personnage ressemble à un être humain, et que pour ressembler à un être humain, eh bien, on lui donne une épaisseur, on lui donne une profondeur, en lui calquant des éléments qui sont des référents humains. Il est quand même intéressant et pertinent de saisir quelle est la caractérisation de ces éléments selon une espèce de marque de pertinence, c'est-à-dire quels sont les éléments les plus saillants dans ces traits. Et nous verrons tout à l'heure quels sont-ils. Voyons, si vous le voulez bien, la caractérisation intrinsèque. Intrinsèque, c'est le contraire d'extrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire qui vient de l'intérieur, qui est autoproduit, qui est du dedans, alors que extrinsèque, qui obtient des éléments venant de l'extérieur. D'accord? Donc intrinsèque, c'est autoproductif, autoproduit. La caractérisation intrinsèque des personnages viendrait d'abord du portrait. Dans la littérature occidentale et française, le portrait renvoie à une classification littéraire particulière, ciblée. Au XVIIe siècle, chez La Bruyère, par exemple, on les appelait les caractères. Et le général qu'il a écrit, ça s'appelle les caractères, justement. Au XIXe, la caractérisation intrinsèque, c'était la généalogie.
les origines, chez les romantiques, chez les réalistes et chez les naturalistes. Je vous signale que Zola, il a écrit une œuvre, Les Rougon-Macquart. C'est une généalogie, une famille sur un siècle. Un peu ce qu'a fait aussi Victor Hugo dans Les Misérables. Eh bien, il part sur un temps très long, des espèces de romans cycliques. Les caractérisations intrinsèques dans les années 30, c'était ce qu'on appelait les masques, surtout chez Boris Tomaszewski, dont je vous avais parlé antérieurement. Dans les années 1960, la caractérisation intrinsèque chez Jean Dubois, c'est ce qu'il appelle les indices explicites. Et Philippe Hamon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 1980, parle, lui, de qualification différentielle au pluriel. Le personnage peut être aussi qualifié intrinsèquement à travers le nom, l'âge, le genre. Et ça, c'est ce qu'on appellerait la récurrence de structures syntaxiques. Le personnage peut être aussi qualifié à travers des traits physiques, des traits moraux, des traits socioculturels. Et ça renvoie au répertoire lexical. Je donne un exemple. Les Mystères de Paris, Eugène Sue, Rodolphe, c'est un personnage aristocratique, athlétique, qui va s'enfoncer dans les bas-fonds parisiens, dans lesquels il va côtoyer non plus les bourgeois, mais le peuple, la plèbe, et même les marginaux. D'accord? Avec un personnage qui s'appelle le chourineur, le surineur, qui joue du couteau, un assassin. Chez Jules Verne, le répertoire lexical, c'est la figure du savant, Barbicane et autres. Cet individu pondéré, qui a un savoir et qui donc va faire œuvre de didactisme, de pédagogie auprès du lecteur. Il est pourtant malgré tout difficile, pour ne pas dire extrêmement difficile, de procéder à une analyse qui se voudrait fragmentée du portrait d'un personnage. Et puisque c'est difficile de le faire, on va être obligé de recourir, on a été obligé de recourir chez les structuralistes, les formalistes et d'autres, à une méthode comparatiste qui deviendra ici quasiment nécessaire. De toute façon, il est quasi obligé de voir une espèce de validité des occurrences dont je viens de parler qui serait reliée au personnage. Et cette validité, elle est prégnante. Pourquoi ? Parce qu'elle l'est uniquement par l'inscription à l'intérieur d'un système. Et cette validité des occurrences, eh bien, elle regroupe des signes plus ou moins neutres qui sont chargés de signifiants translinguistiques. Ces signifiants translinguistiques, ils fonctionnent en relation avec des modes culturels, des opinions, une idéologie, par rapport à une époque, une société, etc. Je donne un exemple à cette définition un peu compliquée, je n'en disconviens point. Lorsque vous lisez Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, roman du XVIIe, et pour certains critiques, premier roman occidental. Pour d'autres, ce serait l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Eh bien, quand vous lisez La princesse de Clèves, on n'arrête pas dans ce roman de nous parler de la taille et d'une belle taille. Ça semble être un référent incontournable dans l'appréciation esthétique des uns par rapport aux... et un signe d'aristocratie, un signe de grandeur physique et donc morale, qui touche à la fois les hommes et les femmes. La notion de belle taille, elle diffuse dans tout le roman. Eh bien là, vous voyez que c'est une occurrence qui va agir de manière translinguistique selon des modèles culturels. Au XVIIIe et XIXe siècle, et même début du XXe, la dot, les revenus, sont un élément incontournable lorsqu'on parle de mariage. On ne peut pas, sauf dans le peuple, mais dans la bourgeoisie et l'aristocratie, concevoir une union matrimoniale sans aborder la question de la dot. Combien de dot apportent le mari et la femme ? Attention, la description du personnage, elle n'est pas toujours effectuée de manière attributive.
et de manière directe. Pourquoi? Parce que la caractérisation, elle est à la fois autant généralement explicite qu'implicite. Elle peut être diffuse, elle peut être fragmentée, elle peut être incidente, oblique, etc. Et dans ce cas-là, se pose la question de savoir qu'advient-il, qu'en est-il d'un personnage évolutif? Un personnage qui n'est pas le même au début, au milieu et à la fin. Comme dans les romans de formation, par exemple, ou dans les romans d'apprentissage du 19e, 20e. Et si on a un personnage qui évolue, comment décrire le devenir de ce dernier à travers une maturation, à travers une évolution, à travers un changement? Eh bien, pour ça, on entre déjà dans un roman qui serait un roman plus moderne. Dans un roman, par exemple, qui serait le roman à thèse ou le roman psychologique. Et qui serait la question aussi, à travers l'évolution du personnage, de savoir comment caractériser aussi un personnage qui est mu par des états paradoxaux, par des états contradictoires et par des situations oppositives d'un même personnage. Ça nous pose un problème. L'évolutionnisme est la contradiction d'un même personnage, qui revient ici à une espèce de personne. Et ça va nous amener à la caractérisation extrinsèque. Dans une vision du personnage qui serait une vision externe, incidente, eh bien, on trouve une opposition entre un système attributif univoque et des structures plus complexes qui sont plurisignifiantes sur le plan interprétatif. Donc, un personnage qui serait vu de manière plurielle, opposé à un personnage qui serait vu de manière singulière ou singulative. Et dans ce cas-là, ça nous renvoie à une dimension qui serait une dimension supplémentaire. Et pour pouvoir saisir cette espèce d'hétérogénéité et de complexité, il va falloir s'attacher à analyser le portrait. Et le portrait qualifiant le personnage. Ce portrait serait quelque part un signe, un système déclaratif et un système se voulant quelque peu transparent. Exemple, la grandeur morale ou aristocratique de Julien Sorel par rapport à la bassesse paysanne et prolétarienne de son père, de ses frères, par rapport au peu de perspectives limitatives et pseudo-bourgeoises des autres séminaristes qu'il fréquente lorsqu'il a le séminaire, ses études religieuses, qui veulent devenir des petits abbés de petites églises dans des petites villes. Lui, il a une grandeur. Julien Sorel s'oppose aussi au caractère un peu limitatif du maire de Verrières, dont il va séduire Madame de Rênal. Le maire est un petit bourgeois, alors que lui, même sans argent, a une étoffe aristocratique. D'accord? Par exemple aussi, à contrario, chez Gustave Flaubert, l'indigence socioculturelle d'Emma, qui est une petite bourgeoise, mais qui est perçue négativement. Pourquoi? Parce qu'elle a des rêves aristocratiques, mais des rêves aristocratiques limités, parce que liés à des lectures de l'enfance et de l'adolescence sur des histoires à l'eau de rose. Donc, elle est perçue ici de façon négative. En pratique, on peut dire que la caractérisation du personnage, elle dépend de ses dires, ce qu'il dit, à travers des dialogues directs ou bien rapportés, de ses actions, les actes et les attitudes, et de ses mobiles, les intentions et les gestes qu'il va faire. Par exemple, la caractérisation du personnage de Meursault.
Meursault, il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère. Et il sera jugé par ses contemporains pour ça, plus que pour avoir tiré sur l'Algérien. C'est son plus grand crime. C'est son asocialité et sa schizoïdie, son manque de sentiments. D'accord ? Déterminons, si vous le voulez bien, le système des personnages. Quel est le rapport entre le héros et les personnages secondaires dont je vous avais parlé tout à l'heure? Eh bien, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que la distinction entre héros et personnages secondaires, comparses, est-ce qu'elle révèle seulement de critères affectifs? L'un est grand, l'autre est petit. L'un est supérieur, l'autre est inférieur. Au fond, le héros, il est réductible à la production d'une empathie, d'une sympathie, du lecteur. Et c'est une sympathie et une empathie du lecteur qui se reconnaît et qui reconnaît ce personnage. Mais c'est la seule caractéristique de celui-ci. Si le héros, il est souvent porté au nu par l'auteur, qui le promeut à un statut supérieur, quelle est la nature de cette distinction? C'est-à-dire, à travers quels éléments matériels, eh bien, le romancier, l'écrivain, le narrateur, l'auteur, parvient-il à faire accéder celui-ci à un statut de premier plan? Eh bien, sur le plan textuel et sur le plan littéraire et matériel, le héros, il est identifiable pour 4 raisons, et par 4 raisons. Le héros est identifiable par la place qu'il occupe dans le récit. Généralement, il est celui qui apparaît le premier et celui qui est décrit de but en blanc. Deuxièmement, la fonction qui lui est attribuée est toujours liée à un schéma plus ou moins autobiographique, plus ou moins référentiel. Troisièmement, il existe une rhétorique si désignative du héros, avec l'utilisation de marqueurs stylistiques sélectifs. On reconnaît le héros parce que il est montré sur le plan stylistique différemment des autres. Et le héros est aussi relié à des signifiants multiples. Des signifiants qui prolifèrent à travers la focalisation, l'emphase, ou des signifiants qui sont restrictifs avec la neutralité, la contradiction, l'opposition. Donc, le héros est soit sursignifié, soit sous-signifié, mais il est toujours signifié différemment des autres. La notion de héros, elle est souvent reliée à des marques hétérogènes présentes dans le roman. Ce sont des marqueurs qui appartiennent à des natures différentes. Soit une nature immanente, interne, intérieure, originelle, et elles sont immanentes au discours narratif à l'énoncé. Ou bien ces marqueurs, ils sont abstraits, sous forme de fonctions actentielles à l'intérieur du système global de l'œuvre. Au fond, la question de savoir, c'est le héros, il existe parce qu'il est et ou parce qu'il fait. Et ces éléments actentiels et ces éléments autonymiques sont des éléments qui le déterminent, qui font qu'il est le héros. Et le héros, il est généralement aussi défini de manière antithétique, oppositive, par rapport aux personnages secondaires. Je donne un exemple. Don Quichotte, il est ce qu'il est parce qu'il a avec lui Sancho Panza. Et ce à quoi aspire Don Quichotte, la grandeur, la noblesse, la chevalerie, n'a rien à voir avec les aspirations de son page qui le suit et qui a des rêves petits, des rêves minimalistes. Et l'un est décrit à contrario par l'autre. Même chose, dans le théâtre du XVIIe, XVIIIe,
Don Juan, etc., de théâtre de Molière, vous avez toujours l'opposition entre maître et valet. Les aspirations de Don Juan ne sont pas les aspirations de son valet, puisque celui-ci, à la fin de la pièce de théâtre, ne peut que s'écrier « mes gages, mes gages ». Il pense qu'à son salaire et pas à la mort de son maître. Le héros, il est doté d'un système et d'un statut spécifique au sein d'un élément qui serait d'ordre binaire. C'est-à-dire que il y a souvent une confrontation entre un personnage qui est marqué dans sa profondeur et sa complexité, avec d'autres personnages secondaires que j'ai appelés tout à l'heure les comparses, les faire-valoir, qui eux sont marqués superficiellement, simplement, uniquement au niveau métaphorique et au niveau métonymique. Si on devait faire une typologie du héros, eh bien on dirait que le héros, il est le personnage principal, comme par exemple chez Balzac, le personnage de Raphaël dans La peau de chagrin, le personnage du docteur Rieux dans La peste de Camus. C'est le héros, c'est le personnage principal. Le héros peut être aussi le sujet narrateur. Le docteur Rieux, dans La peste de Camus, est celui qui prend en charge le récit et qui raconte son histoire. Le héros peut être aussi héros, par exemple, dans le nouveau roman. Et là, le héros du nouveau roman est un héros particulier, qui est subordonné aux événements, à l'action et aux choses. Le héros néo-romanesque a une structuration et une configuration particulière. Je vous renvoie aux écrits de Butor et aussi de Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute et d'autres. Le personnage héroïque peut être aussi celui que l'on retrouve chez, par exemple, Jules Verne, Proust. Le personnage peut être féminin dans La princesse de Clèves, par exemple. Hein. Et donc, le personnage héroïque, le personnage premier, apparaît à différentes étapes. Par exemple, j'avais tout à l'heure parlé de Camus et de Balzac. J'avais parlé aussi du nouveau roman. Par exemple, dans le nouveau roman, le héros est toujours entouré sémantiquement par la description, par les événements, par l'existence d'une énigme. Et ça oppose le nouveau roman au roman de son époque, hein, à travers la non-existence des éléments antérieurs. Hein. Et ce roman suppose un style, un univers, un réseau de signes. Hein. Il arrive même, par exemple, que dans un certain nombre de romans contemporains, par exemple Jean-Pierre Faye, 1964, L'Écluse, le personnage regarde des personnes qui le regardent lui-même. Et donc, une femme, elle épie ceux qui la regardent. Ce qui fait qu'au moment même où le narrateur fait le portrait du personnage, eh bien, ce narrateur défait le portrait de ce personnage, qui voit et qui est vu, en train de voir. Hein. Donc, une espèce de figure spéculaire, de mise en abîme, hein, de vision au second degré. Les personnages ont aussi effectivement chez Zola et autres une omniscience et sont mus par des nécessités liées à la narration. Chez Zola, le personnage a une fonction. L'entier, eh bien, il est la figure du révolutionnaire, la figure du contestataire, la figure de l'ouvrier héroïque qui veut extraire ses contemporains et ses congénères de la barbarie bourgeoise, hein, et leur faire accéder à une espèce de confrontation marxiste et de lutte des classes, d'accord.
J'avais parlé de Proust, un peu spécial, un peu spécifique chez Proust. Hein. Chez Proust, le personnage est toujours fragmenté. Hein. Il y a un éclatement et une multiplicité du point de vue du personnage qui est interprété par d'autres personnages. Hein. Et donc, cette interprétation, elle rend le personnage subjectif. Et aussi, elle le fait passer par une psychologie. Il est perçu par quelqu'un qui va lui attribuer des caractéristiques psychologiques bien particulières. Hein. Et cette psychologie, elle n'est pas tournée uniquement sur le personnage, mais sur une espèce d'observation, de perception du sujet, hein, d'une mise en caractéristique du sujet. Chez Nathalie Sarraute, dont j'avais parlé tout à l'heure, eh bien, le romancier ne croit plus en ses personnages. Hein. Et même, il permet même au lecteur de douter lui-même des personnages. Hein. S'il fallait, pour terminer, parler des personnages féminins, on voit par exemple que dans La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette, eh bien, les personnages féminins, Madame de Clèves, sont vus uniquement en position d'objet, hein, à travers des qualités qui sont la beauté, des qualités et des référents indubitables et incontournables, mais ils sont toujours pris dans la focale d'autres personnages, de héros masculins souvent, de personnages secondaires masculins, qui les aliènent, les objectivisent, hein, les réifient, pour employer une terminologie goldmanienne. Même chose pour Odette, vue par Swann, et à qui Swann va prêter à Odette des traits particuliers, hein, à la fois contradictoires, d'absence de personnalité, d'absence de femme entretenue, etc. Donc elle est réifiée, elle n'a pas de consistance, elle n'a pas de profondeur, et elle cache pour lui un certain nombre de choses. Même manière que dans le nouveau roman, le personnage féminin, eh bien, il est caractérisé par un amoncellement de détails, des sédiments superflus, hein, un abus de précision qui finissent par créer autour de ce personnage féminin un climat de suspicion, un système quelque peu équivoque. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire du personnage. Et je pourrais vous renvoyer en guise de conclusion à deux ouvrages en dehors de Philippe Hamon, celui de Michel Zerafa, Personne et personnage. Michel Zerafa a étudié en 1969 la relation entre la personne et le personnage à travers une lecture du roman des années 1920 aux années 1950. Dans personnage, Michel Zerafa fait une analyse psychosociologique de la notion de personne. Hein, et il fait aussi une analyse esthétique de l'évolution des formes romanesques qui correspondent à cette notion. Hein, ouvrage très intéressant. De la même manière que Vincent Jouve, en 1992, dans L'effet personnage, dans le roman, eh bien, Jouve montre qu'il existe des liens qui sont tissés entre le lecteur et les acteurs du récit. Hein. Pour lui, le personnage et son existence, ils sont liés à une coopération qui est produite par rapport au lecteur. Et au fond, il y aurait pour lui une perception évolutive du personnage par, avec et grâce au lecteur. Merci de votre attention.